Les technologies immersives, comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou les mondes virtuels, sont-ils vraiment utiles pour prendre soin de notre santé mentale ou est-ce que c'est un leurre? Pierre Gadea, déchet fondateur de l'entreprise innovante C2Care, qui a développé ce type de technologie, nous explique comment elle révolutionne la prise en charge des patients, notamment en santé mentale et rééducation post-opération, ainsi que les freins et les limites de l'usage de ces technologies. Bonjour, je suis Adriana Georges, experte passionnée de sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui apparaît ici ou ici pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et rejoignez la communauté des visionnaires santé pour découvrir et contribuer à des stratégies innovantes et durables de santé individualisée. Pour cela, il suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description ou qui apparaît juste ici. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter notre invité du jour, donc Pierre Gadea, qui est directeur Bonjour. général et fondateur chez C2Care. Alors C2Care, c'est une entreprise qui est pionnière dans le domaine de la réalité virtuelle thérapeutique, donc qui offre des solutions accessibles à tous pour le traitement de pas mal de choses, que ce soit des phobies, des addictions, des troubles du comportement alimentaire et bien plus encore. Donc bonjour Pierre, Bonjour j'espère que Adrien, tu ça vas va? bien aujourd'hui. C'est très très bien cette fin d'été. Pour commencer, peux-tu nous raconter ton parcours, notamment les événements qui ont façonné un peu ta vision, ta carrière et qui font que tu es devenu entrepreneur en fait? Très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je m'appelle Pierre Gadea, j'ai 40 ans depuis cette année. Je suis donc cofondateur de C2Care depuis maintenant 8 ans et nous travaillons sur les technologies immersives au service de la santé. Alors, je pense que si je dois raconter très rapidement l'histoire de C2Care et comment j'ai décidé d'être entrepreneur, je pense que euh, ma vie a toujours été faite de rencontres. J'étais donc un spécialiste du business développement dans une grosse société et très rapidement, après quelques années, j'ai senti ce besoin, cette envie de pouvoir créer des choses, de pouvoir être utile à mes semblables et j'étais vraiment en recherche de sens dans ma carrière professionnelle qui se passait très bien au niveau financier, mais qui n'avait que très peu de sens. Et c'est là que j'ai regardé comment je pouvais être utile à mes semblables, j'ai envie de dire, et une rencontre, celle de mon associé qui est ingénieur en informatique, Romain Streichenberger, qui m'a dit que on pouvait utiliser les technologies immersives, la gamification, le serious gaming au service du soin. Et c'est comme ça que l'histoire est née. Au plus profond de moi, je suis fils de médecin, je suis fils d'infirmière, je suis frère d'un chirurgien, je suis frère d'une infirmière. Donc Ah oui, donc l'environnement propice ouais, pour le milieu de la santé. exactement. Donc dans cet environnement, je pense que peut-être moi aussi j'avais à cœur de pouvoir travailler dans le soin, sachant que j'ai eu une histoire assez particulière parce que j'étais un enfant malade où j'ai passé pas mal de mois à l'hôpital, opéré 6 ou 7 fois. Et j'avais aussi envie de prendre soin des autres comme on a pu prendre soin de moi. Voilà l'histoire et l'envie d'entreprendre et surtout d'être utile. D'accord. Et tu parles de technologie immersive. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu entends Bien sûr. par ça? Alors, la spécialité, ce qui fait l'ADN de C2Care, c'est d'utiliser les technologies donc, immersives. Ce sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors, pas à des fins de distraction ou d'amusement, comme on peut voir dans le gaming, mais tout simplement pour améliorer les modes de prise en charge. Alors, comment est venue cette idée? Ce n'est pas C2Care qui a inventé la réalité virtuelle en santé. C'est des choses qui existent depuis plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, la démocratisation du matériel, un casque de réalité virtuelle, ça valait
dans les 30 000 à 40 000 $ à l'époque sur des champs de vision qui étaient assez réduits, puisqu'on était à 30 degrés. Et il y a à peu près une dizaine d'années, il y a des grands industriels. Je parle de HTC, je parle de Samsung, je parle aussi de Facebook qui a investi ex-Facebook, maintenant Meta, comme tout le monde le sait, qui a investi plusieurs milliards dans ces technologies immersives pour une démocratisation auprès du grand public. Et comme dans ma vie d'entrepreneur, ma vie a été faite de rencontres. Et il y a eu une rencontre qui a été déterminante dans la création de Seedcare, qui a été avec le docteur Eric Malbos, qui est un médecin psychiatre à la Conception, qui nous a tout simplement dit qu'une des meilleures méthodes pour soigner les phobies, c'était les thérapies par exposition in vivo, c'est-à-dire dans le réel. Couplé à des thérapies cognitivo-comportementales, vous devez exposer votre patient à différents niveaux d'anxiété pour générer des émotions et pouvoir l'accompagner à apprendre à maîtriser son anxiété, c'est-à-dire à comprendre que l'anxiété est quelque chose de désagréable, mais n'est pas quelque chose de dangereux. Et ces thérapies par exposition in vivo dans le réel, on les a fait en in virtuo, en réalité virtuelle. Pourquoi? C'est assez simple, parce que si vous avez peur des hauteurs, je prends l'exemple de la claustrophobie, un exemple simple. On a tous un ascenseur pas loin et une facilité de mise en œuvre, mais il faut sortir du cabinet, accompagner son patient, commencer à faire plusieurs étapes, c'est pas maîtrisé, etc. Quand vous avez peur des hauteurs, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, on va dire. Ça pose des questions de sécurité, et si mon patient fait une attaque de panique, comment on gère, etc. Mais si vous avez peur de l'avion, par exemple, Là, c'est carrément le challenge, quand même. Ça revient cher à la consultation. Puis si vous avez envie et besoin de faire 10 décollages, 15 atterrissages, de simuler des turbulences avec votre patient, c'est tout simplement impossible. Ou apprendre à dresser une araignée pour qu'elle vienne pile à l'endroit où le patient en a besoin pour son exposition. C'est des choses qui ne sont pas possibles dans les thérapies par exposition. Ça me rappelle une amie qui est psychothérapeute et effectivement, elle avait une patiente qui avait peur des araignées et elle me disait, j'avais une image d'araignée, Bien sûr. mais en fait, ça ne suffisait pas. Et quand elle a été confrontée à nouveau, elle m'a rappelé pour me dire, en fait, ça n'avait pas fonctionné. Mais elle me dit, mais moi non plus, je suis pas à l'aise avec les araignées. Elle me dit, je vais quand même pas amener une vraie araignée dans mon cabinet. Donc elle me disait, c'est tout con, hein, mais elle me dit, c'est pas une image, c'est pas la même chose, ou même de faire visualiser, puisque c'est ce qu'on lui avait appris. Elle s'était rendue compte que c'était une étape, mais en effet que c'était pas la manière de vraiment vérifier et de vraiment être exposé pour vraiment aller au bout des choses. Je te rejoins tout à fait, parce que ce qui a été montré, c'est que notre cerveau, par définition, est un muscle magnifique qui va se mettre dans un sentiment de protection, en fait, quand il va avoir des signaux de danger. Donc, si tu n'aimes pas les araignées et que je te dis, pense très fort à une araignée, pense très fort à une araignée, ton inconscient va dire, bon, je vais y penser sans trop y penser sur des choses qui sont totalement incontrôlables. Les pensées métamorphosent le cerveau lui-même. Et ce que tu as dit est très juste, hein, c'est-à-dire que ça vient en complément d'une approche thérapeutique. Finalement, ce n'est pas la réalité virtuelle en elle-même qui va soigner, je parle dans le cadre psy, hein, mais c'est bien cette approche thérapeutique qui va pouvoir enlever des situations de blocage ou de frein à des moments donnés dans un parcours de soins. Et ça, je pense que c'est très important de le concevoir. Et j'ai envie de le dire de manière assez brutale à toutes les personnes qui nous écoutent. Un mauvais thérapeute avec un casque de réalité virtuelle, il aura autant de résultats que sans. Ce qui est important, mais on va pouvoir travailler sur la graduation, on va pouvoir travailler sur quelque chose qui est hyper important, qui est l'alliance thérapeutique. Comment la gamification, pardon, tous ces anglicismes, comment on va utiliser le jeu vidéo pour pouvoir améliorer le soin, va pouvoir
donner des résultats qui vont être bénéfiques pour le patient, qu'il puisse retrouver un comportement rationnel dans des situations qui sont totalement irrationnelles pour lui. D'accord. Hem, du coup, selon toi, donc l'avantage justement de ces réalités immersives, c'est vraiment de pouvoir, mettre le patient en situation, en fait? Il faut le voir Ou est-ce qu'il y a comme… autre chose derrière? Ou est-ce qu'il y a d'autres Alors, avantages? oui, il y a les avantages sont et ça c'est la science, qui le disent, on ne trouve pas les articles. Il y a plusieurs, avantages. La première chose, c'est déjà de pouvoir déstigmatiser le soin. C'est-à-dire qu'en psy, quand on pense psy, malheureusement, dans notre inconscient, on a encore tendance, même si ces clichés sont en train de s'effacer, à voir un vieux monsieur avec des lunettes assez rondes qui va revenir sur mon enfance, et qui va me parler de ma relation avec mes parents, qui fonctionne très bien. Je n'ai absolument rien contre la psychanalyse, mais on a toujours ces clichés en disant, je ne vais pas aller voir un psy, je ne suis pas fou. Comment tu es pas fou? On peut aller voir un coach mental, on peut aller voir un nutritionniste, on peut aller voir comme ça, mais quand on parle de psy, la psy fait peur Oui, aujourd'hui. la santé mentale en général fait peur, hein. La C'est santé tabou mentale, encore, hein, oui, effectivement. tout à fait. Et il faut qu'on sache, ça c'est les chiffres de l'OMS, qu'une personne sur 5 va souffrir de pathologie mentale. Alors, pathologie mentale, de suite les grands mots, une anxiété, peut-être une pathologie mentale, ODM5. Il y a plusieurs choses et on peut avoir besoin à un moment donné d'un accompagnement psychologique. Les résultats du Covid nous l'ont montré à quel point c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Donc ça, je pense que c'est le premier avantage, c'est-à-dire finalement, ça ne va pas être ennuyeux. Je cherchais mes mots. Ça ne va pas être ennuyeux de Oui, c'est pouvoir… sûr qu'il y a le cliché de la salle, avec le canapé où on s'allonge et en fait, on a un psychothérapeute devant nous, ou psychiatre ou psychanalyste qui nous pose des questions et qui Ouais. attend que nous, on parle. Ou pire, le côté psychiatrie, on a l'image, du médicament qu'on nous injecte, qu'on nous fait boire pour nous abrutir et ne plus être nous-mêmes. C'est vraiment beaucoup de clichés, effectivement, Oui, je pense que ça fait là-dessus. partie d'une évolution. On a longtemps souffert de cette approche de la psychiatrie, mais aujourd'hui, il y a une époque, pas si lointaine, on appelait les psychiatres des aliénistes au début du siècle. Et cette profession, au niveau de la psy a vraiment évolué. Je veux dire, aujourd'hui, c'est fini l'époque où on ouvrait un cabinet uniquement avec un papier, un crayon, un ordonnancier, 2 chaises, un fauteuil confortable et un grand fauteuil pour s'allonger. Aujourd'hui, la psy s'est adaptée, évolue avec notre société à l'ère du numérique, à l'ère des nouvelles technologies, et aujourd'hui, il y a plein de prises en charge qui ont évolué, qui permettent vraiment des résultats qui soient efficients et qui permettent d'avoir un praticien et un patient euh, qui vont qui va mieux, des patients qui vont mieux en s'adaptant avec les contraintes de notre monde. OK. Alors ça, Et c'est… comme toute innovation, et toi, d'après toi, quels ont été les principaux freins finalement que tu as pu rencontrer? Ça fait un petit moment que ces toolkits existent, à l'utilisation plus large justement de cette réalité, immersive, dans le domaine de la santé mentale? Bien sûr. Et comment tu as réussi, enfin, comment ces toolkits finalement a progressé là-dedans, a réussi à surmonter ça? Parce que Avec… j'imagine que ça a pas dû être un claquement de doigts, Non, tenez, un nouvel outil, Je vais, allez-y. je vais revenir sur les grandes étapes pour finir sur la question d'avant. Je me suis un petit peu étendu. Donc ça, c'est de l'observance qui est l'alliance thérapeutique, un premier point. Il faut voir la réalité virtuelle comme une machine à générer des émotions, qui soit une machine des émotions qui soit positive,
négatives, anxiogènes ou des pulsions de consommation. Tu en as parlé dans le champ, le champ des addictions et c'est ce qu'on va rechercher. Donc, sur l'Alliance, ça, c'était hyper important, je voulais le préciser, en plus de ce côté déstigmatisation et surtout, c'est l'efficacité aujourd'hui. Les études ont montré que la thérapie par exposition en réalité virtuelle était aussi efficace, voire plus efficace dans le cadre du traitement des phobies qu'une exposition in vivo dans un environnement plus contrôlé, plus sécurisé, avec une meilleure alliance parce que la graduation fait qu'on n'a pas de suite envie, on va reprendre ton exemple des araignées, de s'exposer de manière brutale à une araignée, mais qu'on peut déjà la suggérer, puis la mettre de plus en plus grande pour avoir et pour apprendre à gérer ses émotions. C'est-à-dire la voir de très loin au début, toute petite, à la très grande qui est sur soi, en fait. Qui est sur soi. Tu as tout à fait compris le principe. Je crois que si tu as besoin d'être prise en charge, je suis là. On va pouvoir te mettre entre Oui, de moi, les bonnes mains. araignées, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas de tasse de thé, donc faudra que je te fasse essayer avec plaisir. Pour revenir à ta question, alors CityCare est une réussite. Aujourd'hui, nous sommes les leaders mondiaux de la réalité virtuelle. On a à peu près 2000 licences dans le monde. Ça fait plus de 500 établissements de santé qui sont équipés. Et au niveau des libéraux, on a des centaines et des centaines de praticiens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore en phase d'être une grosse success story parce qu'il y a de nombreux freins. Je pense que ce qui a été très long, c'est qu'on était dépendant du matériel. On a toujours été dépendant du matériel, donc c'est-à-dire qu'au tout départ, quand on a lancé, on travaillait avec des ordinateurs, ça ne marchait pas très bien. Comme toute innovation technologique, on avait pas mal de bugs qui sont strictement liés au matériel. On avait un matériel qui était devenu accessible, on va dire, pour les établissements, mais mettre 2500, 3000 euros, hein, ce qui était 10 fois moins d'il y a 30 ans, hein, donc, ce que je viens de dire, mais ça devenait compliqué. Donc, on a eu beaucoup de freins au niveau de l'utilisation du matériel comme toute nouvelle technologie, même si je prends l'exemple de l'automobile, quand on rêve tous maintenant d'avoir la direction assistée, d'avoir la clim, d'avoir l'assistance au freinage et toutes ces utilisations de confort qui font qu'une voiture marche bien et est en sécurité, là, c'est devenu normal. Ce qui est aujourd'hui devenu normal ne l'était pas il y a 10 ans quand on a commencé à travailler sur le projet. Donc le premier frein a été un frein au niveau de matériel, qui était le point majeur. On a suivi l'évolution des casques. Hein, c'est hyper important pour aujourd'hui arriver sur des casques qui sont des casques autonomes, sans fil, légers, et qui sont de bijoux de technologie. Ce sont des mini-ordinateurs qu'on a. Juste pour info, pour nos auditeurs, tu as créé quand CityCare? C'était il y a combien de temps? Il a été immatriculé en décembre 2015 de manière officielle et on a travaillé, ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait sur le projet avant de concrétiser l'officialisation de cette société. Okay. Donc à cette époque-là, oui, les matériels coûtaient très cher. Il était pratique ou c'était aussi pas très pratique? C'était lourd. À l'époque. Filaire, ça demandait des ordinateurs qui étaient des ordinateurs de gamers, donc il fallait mettre entre 2000 et 2500 euros pour avoir un casque qui soit capable de supporter la réalité virtuelle. Aujourd'hui, il y avait cet effet waouh, donc c'était top, mais c'était des difficultés dans la mise en place. La deuxième difficulté qui a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire que quand on a démarré avec 8 environnements. 8 environnements qui étaient, alors chez CityCare, nous sommes tous des scientifiques, mais nous ne sommes pas des soignants. Donc c'était les médecins
les infirmiers, les psys qui nous faisaient les cahiers des charges et les protocoles, et nous, on s'occupait de la réalisation technique et de la diffusion de ces derniers. Et au départ, on avait à peu près donc 8 environnements, comme je te l'ai dit. Mais la prise en charge des phobies, à part certains cabinets spécialisés, ça représentait que 5-6% de la patientèle que nous avons. Donc, cette évangélisation était, on va voir un petit peu des choses des fois un peu plus graves sur des dépressions, mais qui sont pas, qui se soignent très bien sur des dépressions, etc. Donc, on avait besoin de temps pour créer une multitude d'environnements. Donc, le deuxième point, c'était le contenu. Le troisième point, c'était un entrepreneur, quand on monte une société qui a un capital de 10 000 euros, c'est-à-dire 5 000 euros chacun avec mon associé, et ben, il y a des process qui sont, même si je trouve que souvent on se plaint en France, mais en tant qu'entrepreneur, entre la BPI, les aides qu'on peut avoir, même si c'est compliqué et que c'est complexe, ben, on est quand même plutôt pas mal entouré comparé à certains de nos voisins européens. On n'a pas la… Oui, aujourd'hui, on a des structures comme les incubateurs, comme les accélérateurs, qui nous permettent aussi de pouvoir échanger et faciliter la création et l'innovation. Alors, c'est un parcours du combattant. Je ne dis pas que c'est facile. On a levé des fonds, c'est un vrai parcours. Comme tous, il y a des moments où il me restait 4 mois de trésorerie. Typique, on a c'est vendu les ma aléas maison. de l'entrepreneuriat. Oui. Exactement. J'ai vendu ma maison pour pouvoir payer les salaires quand il y avait besoin, parce que je ne pouvais plus assumer le crédit du passage de employé qui gagne très bien, enfin, bien sa vie à start-upper qui a une super idée de concept, mais qui n'a pas grand-chose. Donc, c'est des parcours qui sont des parcours et des choix qui sont difficiles. Donc, pour répondre à ta question, le manque de fonds était aussi difficile et forcément, quand tu comptes, tu ne peux pas te lâcher et exploser un marché. Comparé aux États-Unis, on prend souvent un modèle qui, eux, lèvent des centaines de millions d'euros, de dollars sur des concepts, sur des innovations. Nous, on rentre dans des systèmes qui sont très calculés. Et je le comprends, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les chiffres, avec une start-up sur 10 étant en vie après 3 ans, je comprends qu'il y ait ces parcours qui sont à faire. Donc, le manque de moyens a été une diffusion. Et il y a eu le temps d'évangélisation. C'est-à-dire, comme tout nouveau, comme toute idée, être le first mover, être le premier à rentrer sur le marché, c'est différent que le time to market, que le go to market, que le moment d'aller au marché. Et moi, on a aujourd'hui CityCare un travail avec 22 services hospitalo-universitaires qui s'occupent de la rédaction des cahiers des charges, des protocoles et surtout des études qui prouvent l'efficacité. Parce que, si vous voulez, la parole de Pierre Gadet en disant la réalité virtuelle est efficace, c'est génial. Bon, des patients, je n'en vois pas et je ne les soigne pas. Donc, il faut que ce soit des médecins. Il y avait déjà pas mal de publications là-dessus, ou tu Oui. as dû, toi, faire des études? Non, il y avait des publications, mais tu valides un concept, des environnements, et c'était important. Il y avait déjà des publications, beaucoup sur les phobies. Comme je l'ai dit, ça existe depuis 30 ans, donc il y avait déjà des publications. Donc, on savait que le concept, et les médecins qui nous entouraient, qui sont des médecins brillants, avaient travaillé sur la revue de littérature, et on avait pu discuter déjà sur l'efficacité. On savait qu'on ne partait pas vers l'inconnu, mais on s'appuyait sur ces publications qui nous ont permis de développer aussi des environnements avec des protocoles précis et qui est mis africain pour créer un outil qui est aujourd'hui totalement adapté à les prises en charge en santé mentale et autres, puisqu'il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels CityCare a travaillé. Donc, au départ, très phobie, puis après, comme je l'ai dit en début d'interview, ma vie a été faite de rencontres. Puis on rencontre des addictos. Des addictos qui nous disent ah oui, mais nous, faire des thérapies par exposition, ça a du sens.
pouvoir emmener un patient dans un bar, le confronter à son objet toxique, pouvoir le mettre en exposition face à du toxique. Alors, je ne sais pas, cocaïne, cannabis, injectable, médicaments, face à l'objet de ce toxique, ça a du sens pour nous parce que on n'a pas toujours, comme on n'a pas toujours une araignée au cabinet, on n'a pas forcément toujours du toxique au cabinet. Donc, par définition, pouvoir couper la réalité virtuelle et apprendre une meilleure gestion au niveau du craving, de cette pulsion de consommation, avait aussi du sens. Donc, on a développé la branche Addicto. Développer la branche Addicto, c'est là comme ça, donc toujours des idées, tout part de la base, tout part des besoins des soignants. Et nous, on est on est force de proposition sur les solutions. Nous, on n'invente rien, et encore heureux, hein, parce que je ne suis pas soignant et je ne vais pas m'improviser soignant. C'est la clé, hein, de toute façon, partir d'un vrai besoin. Parce que créer un besoin, c'est pas donné à tout le monde. Bien Pour sûr. que ça fonctionne, il faut que Bien les sûr. personnes aient déjà conscience du problème. Bien sûr. Et par la suite, on rencontre des ergots et des neuros qui nous disent oui, mais en fait, on a des cérébraux lésés dus à l'absorption de substances toxiques. Ça pourrait avoir du sens de retranscrire les exercices du papier-crayon, c'est-à-dire faire ses courses pour faire de la remédiation cognitive, par exemple faire ses courses dans un supermarché. On va dire retiens une liste de courses, allez, dis-moi la liste de courses, par quoi tu commences, etc. Si on le faisait de manière plus écologique, qu'on crée un supermarché virtuel, où on va bien analyser le déplacement, on va pouvoir mettre des facteurs de biais perturbateurs, comment on va pouvoir renforcer l'efficacité de ces prises en charge avec ce côté gamification qui apporte un plus. Donc, on a développé des applications sur de la neuro et les neuros nous ont dit, mais écoutez, un cérébro lésé lié à l'absorption toxique, la prise en charge d'un cérébro lésé lié à l'absorption toxique ou un trauma crânien ou du neurodégénératif, c'est tout ce qui est CEP, sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson, c'est les mêmes exercices, même si la prise en charge diffère. Donc, travaillons sur un aspect neuro. Donc, on a travaillé sur un aspect neuro avec des dizaines et des dizaines d'applications. Et comme ça, on a fait une suite de logiciels thérapeutiques qui fait qu'au début, on avait 8 environnements. Aujourd'hui, on en a 232. Sur lesquels on a travaillé des spécialités qui sont coupées en une dizaine de spécialités qui permet de démultiplier sa cible. Donc, l'évangélisation a été quelque chose d'assez long et c'est pas fini avec de grandes nouveautés. Une grosse difficulté qui a été aussi au départ, un frein au niveau de la croissance, c'était aujourd'hui, on s'adressait aux psychologues, aux psychiatres, qui étaient des comportementalistes, qui représentaient 30%. En fait, il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, ça continue à augmenter le pourcentage, puisqu'on sait que c'est le plus efficace sur les thérapies cognitivo-comportementales, mais on excluait 60%, enfin 70%, pardon, de personnes qui disaient nous, on n'est pas des comportementalistes, on travaille beaucoup plus sur de la psychanalyse, donc c'était un petit peu long à évangéliser. Et un dernier point qui est aujourd'hui encore, et pour les soignants qui nous écoutent, je vous envoie plein de courage, plein d'amour et merci pour ce que vous faites. On a des grosses difficultés au sein des services, avec beaucoup de turnover, des patients qui sont épuisés. Donc aujourd'hui, quand on met en place une thérapie qui est un outil thérapeutique, il faut être constamment en train de former, reformer pour savoir quels sont les nouveaux arrivants, pour s'adapter sur les modes de prise en charge. Et souvent, les soignants font vraiment ce qu'ils peuvent avec beaucoup de passion et beaucoup d'abnégation pour
ce qu'ils peuvent, mais des fois, ils ont une telle quantité qu'ils n'ont pas le temps de faire du soin de qualité. La réalité virtuelle est un soin de qualité, mais qui demande un petit peu de temps de mise en place et de formation. Ils sont souvent en train de gérer l'urgence sur une population qui… C'était ma question d'ailleurs, d'un point de vue de formation. Est-ce que c'est long? Enfin, est-ce que la prise en main est simple? Est-ce que C2Care fournit une formation? Enfin, comment ça se passe? Pour nous, c'est essentiel. Alors, la prise en main est très simple. La prise en main est très simple. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a une formation qui est généralement réalisée en présentiel ou en distanciel, qui demande une demi-journée pour travailler comment faire la transition entre le in vivo ou réminiscence par la pensée jusqu'à le in virtuo, mais une prise en main qui hyper aisé, mais il faut un temps un temps de travail. Tout a été pensé pour que ce soit le plus simple possible. La prise en main technique aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du plug and play. Hein. Je branche, ça marche. Oui. Mais il faut se documenter un petit peu avant et on fournit tout ce qui est cahier des charges, protocole, tous les outils de suivi. Aujourd'hui, on est à plus de 200 000 expositions, donc on a un vrai retour sur l'efficacité. On a un collège d'experts qui est hyper conséquent. Aujourd'hui, on travaille avec la PHP, la PHM, on a des professeurs de renom avec lesquels on travaille, qui nous ont fait confiance dès le départ en disant oui, cet outil peut être un tournant de la psychiatrie, hein, que ce soit dans les unités de Clermont, dans les unités de Lille, de Saint-Dé. Enfin, vraiment, pour nous, c'était hyper important d'avoir des professeurs des leaders d'opinion de la profession qui font aussi ce qui est la psychiatrie, qui nous aident à concevoir la psychiatrie de demain. Donc, il y a une formation, des outils qui sont dédiés. La prise en main est aujourd'hui grâce, voilà, on a beaucoup travaillé sur les contenus, mais c'est surtout grâce au progrès du matériel. Il n'y a pas besoin d'avoir un master en informatique en tant que psychothérapeute pour pouvoir utiliser cette technologie qui est accessible. Et si on a un particulier, moi par exemple, je me dis, tiens, j'ai envie de tester la réalité immersive. Comment est-ce que je fais est-ce que je peux moi acheter ce casque virtuel? Est-ce que c'est forcément via un soignant? Ou est-ce qu'il y a une liste des praticiens quelque part où je peux trouver pour me dire, ce praticien-là a un casque virtuel? Très, très bonne question. Très, très bonne question parce qu'aujourd'hui, oui, bon, vous pouvez trouver les praticiens qui utilisent la réalité virtuelle, mais c'était un des enseignements du Covid. Après le Covid, on commençait à avoir de plus en plus de coups de téléphone de particuliers qui disaient, suite au Covid, maintenant, j'ai développé des agoraphobies. Alors, agoraphobie, c'est pas la peur de la foule, hein, c'est la peur de ne pas sortir d'une situation. Et donc, on peut être agoraphobe pour terminer et paniquer dans le désert. Pourtant, il n'y a personne. Mais j'ai peur de ne pas sortir de cette situation et je fais une attaque de panique. Donc, on avait de plus en plus de coups de téléphone en disant oui, ben, je ne peux pas sortir de chez moi. Enfin, j'ai peur d'être contaminé, ça ne va pas, je ne suis pas bien, je dis bon, ben, écoutez, il n'y a aucun souci. Vous allez aller voir tel praticien qui est à côté de chez vous. Il me disait, vous ne m'avez pas écouté, monsieur, je ne peux pas sortir de la maison. Ah, c'est vrai que c'est un souci. Bon, ne vous inquiétez pas, si vous avez peur de conduire, on va voir avec un médecin, vous voyez avec un médecin, que vous ayez un bon transport en ambulance. Une ambulance monter dans un endroit plein de microbes où il y a des gens qui sont morts, mais hors de question, vous ne m'écoutez pas, vous ne m'écoutez pas, vous ne m'écoutez pas. Si, on va vous écouter. Bien, on a dit, mais je fais venir des gens au cabinet pour leur mettre un casque de réalité virtuelle pour qu'ils ne se sentent pas au cabinet. OK. Est-ce que dans le concept, même si c'est important d'être en présentiel au cabinet, pour certains, pour l'Alliance, etc., mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à notre mode de prise en charge? Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que finalement, j'envoie le casque chez le patient. Le praticien prend la main sur le casque du patient
Donc, il peut le faire au travail, dans sa voiture, où il veut, il a une connexion. Et on fait de la téléconsultation assistée en réalité virtuelle, un petit peu comme les télécabines. Ce qui représente la première étape pour retrouver autonomie et liberté. Et là, on a pris en charge, on est à 1300 patients pris en charge. Aujourd'hui, on a une file active de 280, 300 patients environ. Parce que c'est des prises en charge qui sont très courtes. C'est des prises en charge qui sont en 4 mois. Vous avez les premiers résultats. En 5 mois, vous pouvez, selon le degré de sévérité, hein, ce n'est pas un outil magique, hein, ça dépend de l'alliance thérapeutique, du travail, s'il n'y a pas de comorbidité pathologique. Et donc, on a aujourd'hui entre 280 et 300 patients qui sont suivis. Et ce qui est plaisant, c'est de voir que les patients vont mieux, nous renvoient le casque avec des vrais témoignages d'efficacité en disant ça y est, je peux à nouveau conduire, je peux à nouveau dans l'avion, etc. C'est toujours présent si on se concentre sur les phobies. Donc, vous avez la possibilité de vous soigner directement de votre domicile. Le vrai plus, c'est qu'entre les séances, vu que vous avez le casque à la maison, il y a des exercices qui ont été travaillés, programmés pour pouvoir vous entraîner, ce qui permet de progresser beaucoup plus vite, de réduire le temps de consultation. C'est une offre. Et de garder le lien finalement sur des consultations, parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on progresse, puis il ne se passe plus rien entre la consultation, et après on repart par zéro, mais on régresse. Donc, on régresse un peu et on reprend, et ça permet d'avoir un continuum en fait à la maison. Tout à fait, surtout pour aller plus vite, et ça entretient le lien avec la motivation pour la prochaine séance avec son praticien. C'est des solutions maintenant aujourd'hui qui sont très accessibles. Nous, c'est 120 € par mois avec 2 séances avec un professionnel de santé, hein, et le matériel de réalité virtuelle qui est prêté. Hein, c'est un casque professionnel qui coûte 700 € au patient qui nous le renvoie à la fin de la thérapie, qui est toujours une bonne nouvelle quand on nous renvoie le casque. C'est que ça a marché. C'est que ça a fonctionné, et surtout, on a très peu d'échecs sur lesquels très rapidement, si on voit sur la prise en charge après le premier entretien, on voit directement si on peut prendre en charge ou pas. Ce sont uniquement des thérapeutes qui ont vraiment envie de prendre en charge. Et tu parlais de gamification. Alors, j'ai bien compris le côté casque, jeux vidéo, mais est-ce qu'il y a un système, je sais pas moi, de récompense, est-ce qu'il y a du jeu au programme? Alors non. Non. La récompense est toujours. Alors, si on rentre un petit peu, on va rentrer un petit peu dans la science. Quand on met le casque de réalité virtuelle, automatiquement, on a fait donc des TEP scans avec l'injection de FUR 18, 19, je ne sais plus, qui ont montré qu'en fait, quand vous mettez le casque, il y a une surstimulation des zones occipitales et préfrontales au niveau du cerveau. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il y a la matérialisation du sentiment de présence. Donc, rien que le sentiment de présence, pour revenir à ta question, fait qu'il y a déjà une gratification, le fait d'être dans un endroit précis, parce que selon ce qu'on va faire, si je t'ai dit que c'était une machine à générer des émotions, on va surstimuler donc l'hypophyse et l'amygdale, en fait, hein, qui sont des circuits qui envoient des signaux d'alerte sur les émotions. Et on a prévu ce qui a démontré des sons qui activent le système limbique de récompense. Pardon d'être un petit peu Donc en fait, vous arrivez à avoir des petites activer de dopamine. Voilà, c'est ça. De dopamine. À faire. Et la récompense que cherche le patient sur le chose, c'est déjà de pouvoir passer une étape. Ils sont très fiers en disant bravo, tu as réussi à passer du 3e étage au 5e étage en maîtrisant ton anxiété. Mais
mais j'aime bien l'idée. Je vais me pencher sur du challenge, du cadeau. J'aime bien cette idée. Il faut que je me la note quelque part. Merci, merci à toi, Brianna. Avec plaisir. En fait, quand on pense à la réalité virtuelle, on pense aussi à la réalité augmentée. C'est un mot Ouais, aussi qui commence à être tendance. ouais, Peux-tu, dans un premier temps, expliquer la différence entre bien sûr. réalité virtuelle, on parle d'immersive, augmentée, enfin tous ces termes, et qu'est-ce que la réalité augmentée pourrait apporter justement dans le domaine thérapeutique? Avec plaisir. Alors, pour pas rentrer vraiment dans les détails techniques, parce que c'est pas le lieu, je vais Non, vous mais donner, les bénéfices, tout simplement. je Enfin, vais déjà vous donner un exemple entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Vous êtes un pilote d'avion. Vous vous entraînez sur un simulateur au sol, c'est-à-dire je suis au sol et on va me mettre en simulation de pilotage. Vous êtes dans de la réalité virtuelle. OK. Vous êtes un pilote d'avion, vous décollez, vous êtes en situation de pilotage et dans la visière du casque à la Top Gun, on vous rajoute un viseur, des informations, donc altitude, vitesse, peu importe, vous êtes dans la réalité augmentée. Voilà, c'est en gros le plus simple D'accord. C'est qu'on qu'on est puisse dans on vit une situation réelle, c'est juste vivre qu'on sur rapporte des informations en plus pour 3D dans avoir la un peu visière. plus conscience de ce qui se passe dans la réalité, en fait. Ben, pour C'est avoir de la oui, alors c'est pas plus conscient, c'est qu'il va, utiliser des éléments 3D qu'on va pouvoir interagir, sur des outils de visée, sur, sur de l'altitude, comme je vous le disais, la vitesse et cetera, qui va mettre des informations directement dans une situation donnée. Appliqué aux soins, ça donne quoi? Je vais reprendre 2 exemples, sur, la psy. Et le deuxième exemple qui va être aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la physiothérapie et de la rééducation. Et ça, c'est énorme. C'est un prochain tournant, c'est extraordinaire. En réalité augmentée, en réalité virtuelle, pardon, on va faire une matérialisation de vos mains. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous allez visualiser vos mains. Déjà, bah, entre toi, Adriana et moi, ça ne va pas être les mêmes mains parce que tu es une femme, je suis un homme. Tu as une belle couleur bronzée. Moi, je suis blanc comme un cachet, malgré la fin de l'été. Donc, on va devoir personnaliser. Mais ce sentiment de présence qu'on a, par exemple, sur la peur des araignées, on va avoir la matérialisation de ses mains. Mais si tu as fait tes ongles rouges, tu vas dire ah mais je ne fais pas tout personnaliser. Je veux dire si tu vas dire le sentiment de présence, il est hyper fort parce qu'on a l'araignée qui va venir et on va focuser son attention sur l'araignée. Mais en fin de thérapie, tu vas dire ah oui, j'ai pris l'habitude, j'ai appris à gérer mon émotion, je ne vois pas mes mains. Mais là, la différence sur cette peur des araignées, c'est que tu vas avoir en réalité augmentée, tu vas avoir tes propres mains à travers le casque, donc tu vois ta propre main et je vais rajouter une araignée qui va monter sur ton propre bras et qui va monter sur tes bras, qui va gérer ce sentiment d'anxiété. Donc, on va renforcer. C'est une étape de plus ouais, sur lesquelles on va pouvoir travailler. Là, on parle de la réalité virtuelle appliquée à la psy, sur réalité virtuelle et augmentée. Sur la neuro, moi, je t'ai parlé au début de mon histoire. J'étais un enfant malade, hein, puisque j'ai eu un syndrome poliomyélite que j'ai contracté au Gabon, en Afrique, et qui m'a paralysé l'épaule gauche. Ça se voit pas. J'ai un bras qui va pas très bien. Pas pour mettre la larme à l'œil. Je suis super heureux. Tout va bien dans ma vie d'entrepreneur et tout est cool. Mais j'ai fait 17 ans de kiné. J'ai fait 17 ans de kiné avant de dire stop, j'en ai marre, je ne veux plus en faire. Si je reste comme ça, j'ai abandonné. Quand tu as un tu as enfant, quand même tenu 17 ans quand même. c'est déjà Pas plutôt rien. magique. Voilà, c'était. Quand tu as un enfant de 6 ans, on lui demande de se mettre face à un miroir et on lui demande de lever, donc là c'est mon bras sain,
150 fois son bras pour aller chercher une échelle sur une séance de 10 minutes, on le perd. De motivation, et au bout d'un moment donné, même un adulte, au bout d'un moment donné, il dit bon, j'en ai un peu marre, c'est pour voir ce que je peux récupérer. Et puis finalement, ah oui, j'ai récupéré 2-3 degrés, on perd. Par contre, sur ce même exercice avec ses capacités, en réalité augmentée, c'est ce qu'on a fait. Vous faites un fruit ninja, c'est-à-dire couper des fruits et vous attrapez des ballons. Si vous faites de l'arbalète, si vous faites des choses comme ça, le jeu motive. On ne s'aperçoit pas qu'on travaille. On améliore l'observance. On améliore les résultats. Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec un collège de chirurgiens orthopédiques, de kinés, de biomécaniciens qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un produit qui sort en lancement, je vous le donne en avant, début octobre, qui sort le 5 octobre à destination des kinés. On avait commencé, on avait regardé sur la réalité virtuelle et au kiné. La grosse difficulté, c'est que le thérapeute ne peut pas être tout le temps à côté de son patient comparé à un psy. Il y a des risques de troubles vestibulaires sur les personnes âgées, etc. Nous, on a attendu de travailler et d'investir massivement sur la réalité augmentée parce qu'on savait que ça répondait à tous ces freins. Je peux mettre 10 personnes avec un casque de réalité augmenté sur un plateau technique, il n'y a personne qui se rentrera dedans, puisqu'on voit où on va, il n'y a pas de risque vestibulaire, on ne peut pas tomber. Donc, c'est un tournant révolutionnaire dans les modes de prise en charge au niveau de la kiné. Oui, effectivement. Ouais. Et d'après toi, comment ça va... Alors, non, je vais parler d'une autre notion encore qui arrive aujourd'hui. Il y a des personnes qui se disent qu'il y a quand même beaucoup d'exposition aux écrans. Et ils se demandent justement, est-ce que ces casques virtuels là, où carrément les images et tout ça, est-ce que ça a un impact sur la vue ou pas? Absolument pas. Ça, c'est un mythe totalement parce que c'est un écran de Galaxy. C'était au départ de Galaxy 6 au départ avec de loupe, donc il n'y a aucun impact ophtalmique. Ça, on le sait, c'est les études, les mises sur le marché, ça de manière claire, on sait que il n'y a aucun impact au niveau ophtalmique. Seul critère d'exclusion définitive, l'épilepsie photosensible, parce qu'on grossit une lumière bleue, donc on n'expose pas en gros aussi pas une lumière bleue pour une personne qui est épileptique, sinon elle risque de faire une crise d'épilepsie. Mais tout comme si on le met devant c'est trombinoscope, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Oui, je vois la facette. Ouais, la facette, etc. Là, bref. Donc, c'est un critère d'exclusion définitif. Mais il n'y a aucun impact ophtalmique. On va pouvoir se poser quelques questions sur le temps d'écran. On va pouvoir s'exposer. C'est pour ça qu'on a réuni des comités d'éthique, notamment quand on travaille avec des personnes qui sont atteintes, qui souffrent d'Alzheimer ou de Parkinson, surtout Alzheimer, pardon, pas Parkinson, sur l'Alzheimer, parce qu'on se disait quel est l'état de conscience quand je vais mettre dans un environnement virtuel quelqu'un qui n'a peut-être pas une conscience de la réalité. Donc pour nous, c'est hyper important d'être hyper encadrant sur les personnes qui souffrent du spectre autistique, où on voulait vraiment faire les choses de manière humaine et éthique, qui est dans notre ADN et qui devrait être logique pour tous. Donc, sur le temps d'écran, on peut se poser la question, mais c'est du temps d'écran qui est temps d'écran encadré, thérapeutique et protocolisé. Donc, voilà, et donc, mais il n'y a aucun impact sur le côté ophtalmique. Voilà. Je ne sais pas si il y a des questions. Oui, non, mais c'est une question que j'entends souvent et merci pour ta réponse d'expert. Si on reste dans les mondes virtuels, aujourd'hui, on parle beaucoup du métaverse. Que ce soit Second Life, Horizon de Meta, des Decentraland, Sandbox, bref, tout le monde, il y en a plusieurs qui se développent.
C'est impressionnant, hein, parce qu'on peut acheter des terrains, enfin, il y a quand même pas mal de choses qui se développent dedans. D'après toi, est-ce que ça peut se mixer avec la réalité virtuelle, augmentée? Comment ces mondes virtuels est-ce qu'ils peuvent avoir un intérêt aussi pour le côté thérapeutique ou pas de demain? Question à la fois très complexe, à la fois très simple. Moi, j'ai tendance à dire oui. On va dire, ah oui, c'est ton business, c'est normal, tu vas pas me dire que ça n'existe pas. Mais en fait, je suis persuadé qu'aujourd'hui, une partie de l'hôpital du futur, une partie de l'hôpital du futur pourra passer par le numérique et être en ligne. Je m'explique. D'accord. Je ne suis absolument pas. La réalité virtuelle est au service du soin. Elle n'est pas là pour déshumaniser le soin. Mais il faut utiliser le numérique comme un outil en plus qui va permettre d'améliorer les modes de prise en charge. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre le mien, parce qu'au moins, en tant que patient expert, je peux en parler. Quand vous avez été opéré 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, il y a un passage obligé qui s'appelle les centres de rééducation. Ouais. Les centres de rééducation où vous êtes chouchouté, encadré, où on s'occupe de tout, vous n'avez que votre rééducation à penser. Quand vous sortez, que vous avez fini votre période de cicatrisation et que vous avez entamé le mouvement, soit vous passez en cabinet libéral, soit vous avez moins cette possibilité où la rééducation doit se poursuivre et on voudrait généralement on est souvent dans des MSR, hein, le médecine de soins de suite de rééducation, regroupé un petit peu par pathologie, c'est-à-dire que ceux qui font l'épaule font l'épaule ensemble, donc il y a beaucoup d'exercices qui se ressemblent, on se challenge, on voit les progrès entre tous. Demain, est-ce que je peux imaginer dans du futur avoir moins de temps en soins de suite et poursuivre avec un casque de réalité virtuelle où je verrai mes copains sur cette séance qu'on faisait qui va pouvoir améliorer, faire des exercices, qu'on suive tous ensemble une séance? Je le pense et je pense que ça peut être vraiment un vrai plus. Souvent, j'ai aussi l'un de mes sur la motivation, j'ai l'un de mes investisseurs, on va dire, qui a fait un incident cardiaque. Il a fait un incident cardiaque, il m'a dit j'ai été stenté, il a été opéré. Il me dit au départ, la motivation, on a peur de mourir, on fait du sport, on rééduque son cœur, etc. Puis on rentre à la maison, on achète le vélo d'appartement en disant on va poursuivre. Et bim, Retour à la réalité, au quotidien. Est-ce que je peux amener ce retour à la réalité quotidienne? Est-ce que je pourrais amener encore ces patients dans une réalité virtuelle qui, par le jeu et par cette communauté qui aura vont pouvoir travailler ensemble et se motiver? Moi, je pense que ça serait vraiment un vrai plus. Est-ce que voilà, c'est vraiment ma position que je partage. Est-ce que c'est pour demain? Non. On voit qu'aujourd'hui, le métavers est plutôt en difficulté que, je veux dire, c'est 40 milliards qui ont été investis quand même. Hein, et aujourd'hui, c'est plutôt un échec qu'un succès. Mais est-ce que c'est, on a parlé au début, est-ce que le time to market est le bon? Est-ce que le go to market, est-ce qu'on est prêt? Peut-être pas, parce qu'il manque des cas d'usage, je pense. Et puis après, il faut voir. Hein. Je vois le Covid, par exemple, a quand même eu l'avantage, si on trouve des avantages, de démocratiser un peu plus la téléconsultation. Avant, c'est quelque chose qui ne se faisait quasiment pas, ou c'était ponctuel. Et je vois aujourd'hui, c'est devenu, par exemple, Doctolib, il le propose maintenant pour un praticien
est-ce que vous voulez une consultation en cabinet ou en vidéo? C'est devenu. Après, est-ce qu'il y a un frein? Alors, je pense qu'il y a un frein aussi peut-être au niveau matériel, au niveau des coûts peut-être aussi, comme pour les casques. Il y a aussi un frein du grand public ou des soignants de se dire qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça marche. Je parlais de la crainte là pour la vision, mais il peut y avoir d'autres craintes sur les addictions. On va être encore plus addict à l'écran ou que ça soit une compétition. Certains se disent oui, mais ça veut dire quoi que les patients ne vont plus venir nous voir, il y aura plus de contact humain. Moi, je vois plutôt ça comme une opportunité. Est-ce que ça va pas permettre pour les déserts médicaux, par exemple, de se dire, je l'ai vu encore, je sais plus quand j'étais allée au CHU, une dame là avec son mari qui avait fait 5 heures de route et arrivé là-bas, le médecin qui venait voir avait une opération urgente et on a annulé le rendez-vous. Du coup, c'était au bout de leur vie. Parce que voilà, c'était des personnes âgées. Ils ont dit, mais on a fait 5 heures de route, on a pris une nuit d'hôtel, mon mari, il a du mal à se déplacer. Et vous nous dites qu'on a fait tout ça pour rien et que le prochain rendez-vous est dans 6 mois. Enfin, je me souviens de la détresse. Je me dis que peut-être que justement, ces technologies vont peut-être pouvoir résoudre ce genre de problème ou d'autres choses. Oui, je suis persuadé. Après, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes qu'il faut qu'on lève. Il faut utiliser la réalité virtuelle ou le numérique. On va sortir un petit peu de ce champ de pure réalité virtuelle, parce que là, on est hors réalité virtuelle à la téléconsultation. Même si on peut parler de virtualité de consultation, c'est une consultation réelle. Enfin, bref, on ne va pas faire le débat, on va pas faire le numérique. C'est juste un parallèle que je veux faire, parce que c'était quelque chose qui n'était pas commun, qu'il est devenu. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a découvert que la téléconsultation était possible et c'est l'un des rares aspects positifs du Covid. On voit de plus en plus de télécabines qui se développent. Il y a vraiment des télécabines, tu sais, de consultation que tu vois dans les pharmacies, sur lesquelles on peut avoir accès à un médecin généraliste, etc. Il faut qu'on utilise la réalité virtuelle même sur la gestion de rendez-vous. Le Covid a fait rentrer le numérique de manière extraordinaire dans les services, que ce soit public, privé, etc. Et ça a été une accélération de ce côté-là sur l'adhérence, on va dire, au numérique et sur son utilisation qui doit être encadrée et fonctionnelle. Mais après, il faut sortir du fantasme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de l'hôpital 4.0, donc de l'hôpital du futur. Mais déjà, on aimerait bien avoir le 1.0, Internet. Et, dans les services, ça pose des problèmes de sécurité, etc. Donc, on ne va pas remplacer le médecin par du numérique, etc. Il faut que ce soit toujours une assistance. Donc oui, ça va répondre à beaucoup de problèmes, de distance, d'organisation, etc. Mais ça ne fera pas tout. Faut être clair. J'ai envie de prendre 2 exemples, si tu le permets. Pour moi, 2 exemples qui sont parlants. Je prends un exemple tout simple. Je ne sais pas si tu avais vu l'arrivée, je parle du numérique et de l'électronique au sens très large volontairement. Est-ce que tu as vu l'arrivée il y a quelques années de Zora, qui étaient ces robots humanoïdes qu'on mettait dans les maisons de retraite? Oui. Ces petits robots qui étaient tout mignons, qui dansaient, etc. Alors, on a 2 manières de voir ça. On va dire, oui, Zora remplace l'humain. Ça va être détracteur, c'est n'importe quoi. C'est pas ma position. On ne met pas Zora à la place d'une aide-soignante ou d'un animateur. On met en complément dans une activité encadrée un petit robot humanoïde qui va pouvoir déclencher de manière induite par du jeu des sentiments, je ne vais pas dire de bonheur, mais de joie tout simplement. On va mesurer le robot de joie, d'animation, qui va mettre du ludique
et de l'humanoïde. Ce n'est pas Zora qui va faire le lit, etc. Mais sur certaines tâches sur lesquelles on va pouvoir mieux accompagner et utiliser, je pense que ça a vraiment beaucoup de sens et ça a été démontré. Après, il ne faut pas se voiler la face. Nous manquons de soignants. Nous manquons dans le secteur du sanitaire et social de recrutement. Ce sont des professions qui sont difficiles et peu attrayantes et qu'on ne paye pas. C'est-à-dire, j'arrive à un moment donné, je paye une séance chez le coiffeur c'est une vingtaine d'euros. Pour une femme, c'est 60 euros, 3/4 d'heure. On paye une consultation chez un médecin, 22 euros, je crois, je ne sais plus combien c'est. C'est dramatique aussi. Il faut qu'on en ait conscience. Oui. On a la médecine, des moyens qu'on met. Donc, ne nous plaignons pas d'avoir des professions qui sont moins attirantes parce que pas lucratives sur des amplitudes énormes avec des temps de déplacement, etc. C'est un autre. Le deuxième exemple que je voulais prendre, alors on parle beaucoup d'IA. Souvent, l'IA, on le met à toutes les sens. Ah oui, on en parle beaucoup. Oui. Je voudrais reprendre un exemple qui était une étude qui a été faite en australienne sur 5000 cas de que je ne dise pas de bêtises, c'était en dermato, c'était des crèmes beauté, de mélanome qui était plus bénin ou malin. Il y a une étude qui a été faite comparer l'intelligence artificielle, efficacité intelligence artificielle et intelligence humaine, on va dire. Oui. Je vais prendre ce cas précis parce qu'il est très significatif. On a pris 5000 cas de grande beauté, mélanome, etc. Qu'on a fait analyser, qu'on a rentré dans une base de données de photos qu'on a mis dans un ordinateur. Puis on a pris 10 grands professeurs, grands spécialistes de la dermato en Australie, en leur demandant de poser des diagnostics entre l'un et l'autre. Oui. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est combien de temps il faut un professeur pour en avoir mis 5000 ? Pour en avoir 5000 cas. C'est énorme. Et on s'est aperçu que l'intelligence sur un premier diagnostic sans biopsie, c'est important, c'est-à-dire oui. Sur une première consultation sans analyse précise. À l'œil nu, en fait. À l'œil nu, voilà, tout simplement. Sur les photos. On s'est aperçu que la machine faisait mieux que l'humain, c'est-à-dire qu'elle avait fait à 84% un bon diagnostic, quand les professeurs avaient fait les éminents à 81,6 ou 7, je vérifierai, de justesse au niveau du diagnostic. Alors, vous allez me dire, tu sais, faire par la machine pour avoir 1% et quelques d'erreurs de plus, c'est pas significatif. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que de 9h du matin à 16h, l'homme faisait mieux que la machine, et de 16h à 18-19h, quand le cerveau fatigué, quand on n'allait pas bien, le machine faisait beaucoup mieux que l'humain. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? N'ayons pas peur du numérique. Utilisons le numérique à des fins utiles de manière encadrée, sans déshumaniser le soin. Parce que si demain, j'ai besoin de voir un dermato et qu'il faut que j'attende déjà 8 mois pour avoir un rendez-vous, 1 an et demi, dans certaines régions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Pas de dermato. Moi, de toute façon, je vais prendre ça, j'utilise Google Lens. Et voilà. Qui va pouvoir nous permettre d'avoir un premier avis par rapport à la sévérité, etc. Encadrement numérique. Après, ça reste un premier avis, mais c'est sûr que ça permet déjà de gagner beaucoup de trucs et se rassurer. Voilà ce que je voulais vous dire. En fait, il faut que, pour moi, les professionnels, que ce soit sur la psy ou la physio, ok, ce sont des professionnels de l'alliance thérapeutique. Ce
ce sont des professionnels de l'observance thérapeutique qui vont aider aussi à encadrer, j'enlève le côté médicamenteux, à pouvoir entrer dans un processus. Il y a certaines tâches que l'on peut confier à une IA, à une casque de réalité virtuelle, à du numérique, à Zora, pour pouvoir être plus efficace et pour être vraiment dans un processus d'adhérence thérapeutique qui va pouvoir mieux prendre en charge des patients qui sont en souffrance, n'importe la pathologie. Oui, j'ai envie de dire, finalement, toutes ces technologies vont pouvoir permettre aux praticiens de se focaliser sur le côté humain, j'ai envie de dire, à un moment donné, de vraiment prendre le temps avec son patient, puisque ça lui fait gagner du temps, donc il a peut-être plus de temps pour créer de la connexion, finalement. Alors, c'est un des avantages, je pense qu'il y en a d'autres. D'ailleurs, comment tu imagines la santé dans 20, 30 ans? Si j'ai bien compris, ça prend du temps dans les établissements de santé, mais si on pense dans 20, 30 ans, c'est-à-dire un peu plus loin, on va dire, d'après toi, à quoi ça peut ressembler? Waouh! 30 ans, hein. À 30 ans. Oui, Moi, si on va loin. Moi, je suis intimement persuadé et je trouve qu'on n'a pas eu depuis ça, c'est-à-dire depuis le smartphone, depuis le téléphone, il n'y a pas eu de tournant majeur dans les usages de la technologie. Moi, je suis intimement persuadé que l'IA, l'intelligence artificielle, que le numérique en général nous permettra considérablement d'améliorer ces modes de prise en charge et que la puissance de la technologie nous permettra, je pense, de vivre plus longtemps, en meilleure santé, et je crois énormément en tout ce qui est médecine prédictive. C'est-à-dire que, et ça, c'est important qu'on soit tous acteurs de notre santé, c'est-à-dire on se dire, bon, voilà, je suis malade, je suis médecin, mais on a tous beaucoup de choses à faire sur du prédictif et que les outils technologiques nous permettront de faciliter ces approches pour vivre mieux avec une approche qui sera beaucoup plus humaine et beaucoup plus efficace et efficiente grâce à l'ère du Je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, ne serait-ce que les smartphones, il y a plein d'applications, plein d'outils de tracking où on peut avoir soi-même des données de santé quelque part. Bien sûr. Je pense que la technologie va nous permettre justement de reprendre en main, enfin pas de reprendre le pouvoir, j'aime pas forcément ce mot-là, mais de se dire que j'ai la main, enfin j'ai la capacité de pouvoir moi faire quelque chose pour ma propre santé, de pas attendre qu'une personne externe. Alors forcément, les produits de santé sont utiles, parce qu'ils sont quand même Bien sûr. une connaissance et surtout l'expérience. Je trouve qu'il n'y a pas que de l'information, parce qu'on en trouve beaucoup maintenant, voire un peu trop. Mais ils ont aussi l'expérience aussi pour nous faire progresser notre santé, prendre mieux soin de nous. Mais qu'il y aura du coup cette fameuse alliance. Tu parlais d'alliance entre la technologie et les pros de santé, mais il y aura aussi une alliance, je pense, avec le patient, plus d'alliance entre le patient, entre tous les acteurs finalement, entre le patient lui-même, les établissements de santé, les praticiens, les entrepreneurs aussi, qui vont pouvoir, comme tu dis, faire progresser la technologie pour mieux répondre. Je pense que finalement, est-ce que c'est un lien finalement? Oui, je pense que c'est un triptyque. C'est un triptyque, c'est-à-dire tu as déjà au centre le patient, l'établissement de santé, le numérique. Les entrepreneurs, je les mets dans la case du numérique, ou les ingénieurs, les labos de recherche, etc., parce que c'est ceux qui conçoivent le numérique, c'est une grande famille. Mais la base partira toujours du patient. C'est-à-dire qu'on sait tous ce qu'il faut faire, c'est les recommandations 5 000 ou 7 000 pas par jour. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuses, on a un podomètre dans tous nos smartphones qui nous dit le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que j'ai fait assez de pas, etc. Et oui, ça réduit le truc. On a l'information, on a la connaissance. Aujourd'hui, je veux dire, dans
encore dans les années 80, pour ceux qui ont connu des grands-parents fumeurs, ça clopait dans la voiture, n'avaient pas du tout conscience que le tabagisme passif était quelque chose qui pourrait être nocif pour les enfants. Ce n'était même pas la question, je pense. Hein. Des fois, un petit peu trop, hein, c'est pas sur le tabagisme et sur d'autres trucs. Maintenant, on veut se prémunir de tout. Bref, on a l'information, donc le numérique va nous permettre d'être ce liant qui va faire soit qu'on sera acteur de sa santé, soit qui va donner les moyens au personnel de santé de mieux prendre en charge le patient de manière, on va dire, holistique, de manière globale, en facilitant la transmission de données, en facilitant les exercices et l'analyse et le liant qui sont chers à tous, je pense. Ça va ressembler à quoi? Il y aura un monde virtuel où on pourra choisir entre soit un monde virtuel, soit voir quelqu'un vraiment en présentiel, des choses. Il y aura les deux. Il y aura les deux. Est-ce que je pense qu'aujourd'hui, je mettrai un casque ou je prendrai mon smartphone, allez, on se met à rêver, et finalement, ben, le médecin sera peut-être sur une consultation, un hologramme qui me fera la consultation, qui viendra vers moi avec un retour haptique sur à chaque fois qu'il me touche, sur la palpation, avec des données qui ont été faites. On peut penser aux choses les plus folles. Est-ce qu'aujourd'hui, les nanorobots qui seront injectés, Oui. qui vont nous permettre de mieux prendre en charge et d'attaquer nos cellules cancéreuses directement à l'intérieur de mon corps pour être piloté. Est-ce qu'on pourra faire une arthroscopie du genou directement de son domicile à Judge Dredd avec directement des outils qui… Je m'éloigne un peu. Mais on a dit dans 30 ans. Ça peut être juste une première consultation, peut-être en présentiel. Non, peut-être une pré-consultation au début, un peu en vidéo pour acquérir plein d'infos grâce à l'IA. Ensuite, on voit quand même la personne une fois, peut-être, pour créer peut-être du lien, du contact. Et après, tout se passe en numérique. Ça existe déjà, ça. Là, on a dit dans 30 ans. Oui. Oui, tu as raison. Consultation en distanciel, tu as les cabines, c'est tout. C'est là. Faut se dire, oui. c'est là. Oui, et se dire, on est dans une cabine et je vois un professeur en Australie, parce que moi, je suis en France. Ça existe. Et plus de limites, plus de frontières. Sur nos militaires qui sont en opération extérieure, quand il y a besoin d'un avis, il n'y a pas tous les corps de médecine qui sont sur place. Donc, on peut regarder avec des trucs, la consultation assistée, dans 30 ans. Est-ce que dans 30 ans, tu te feras opérer par un hologramme qui fera mieux qu'il y a et qui aura fait? Oui, on ne sait pas, ouais. Who knows? J'en ai pas envie. J'en ai pas envie. On gardera toujours le côté humain. Mais ça, je pense qu'on ira de plus en plus loin dans ces démarches-là. D'accord. Si on revient à toi, est-ce que tu peux partager quel moment pour toi a été le plus éprouvant en tant qu'entrepreneur? Oui. Parce que voilà, on parle toujours d'entrepreneurs, de leur succès, la réussite, etc. Oui. Et bon, c'est une question un peu personnelle, parce que chacun a ses valeurs, a quelque chose qui va le toucher plus que d'autres. Pour toi, qu'est-ce qui a été le plus compliqué, en fait? Je vais parler un côté business et un côté émotionnel qui m'a le plus touché. Côté professionnel, clairement. La levée de fonds 2 ans et demi après la création est sur le point de capoter pour de mauvaises raisons ou un fonds, je ne tairai pas le nom, mais qui se reconnaîtra, a voulu faire baisser le prix de la valo de la boîte et a mis le doute dans des gens qui étaient prêts à nous suivre pour des bonnes raisons, qui étaient des valeurs, ce qu'on avait envie, et qui ça pouvait être une success story. Et là, il te reste 3 mois de trésor. Il te reste 3 mois de trésor. Tu as perdu. Tu as vendu volontairement ta maison parce que tu ne pouvais plus assumer le crédit. Donc, tu as vendu pas cher pour payer les salaires, pour avancer. Et quelqu'un qui
qui a les moyens, hein, qui a beaucoup de moyens, puisqu'il est investisseur. Je ne parle pas de quelqu'un qui met 5 000 euros sur ses économies, je parle de quelqu'un qui met 200 000 euros parce que c'était un jeu pour lui faire baisser la valo et une levée, c'est un mois de travail. Ça a été le moment le plus dur en disant, OK, on va peut-être perdre ça. On rebondira, mais tout ça pour ça. Tout ça pour ça dans 3 mois de réseau. Et on a eu la force avec mon associé de rebondir et surtout d'avoir des gens qui aujourd'hui ne le regrettent pas, hein, mais de pouvoir arriver sur la fin. Donc, c'est le moment le plus dur. Ça vous empêche de dormir. Hein. Vous dormez pas, vous travaillez. On est globalement les entrepreneurs, sauf ceux qui sont très malins, arrivent à du succès en travaillant le moins possible. Moi, ça me mettait très malin, j'ai toujours été un gros bosseur. Le deuxième. Comment tu as fait en fait? Comment tu as fait pour tenir? Parce que c'est sûr que quand tu as quand tout ça s'empile, les bad news, qu'est-ce qui t'a donné la motivation de continuer? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à renverser cette situation? 2 choses. La première chose, c'était les 8 ou je sais plus, c'était 7 ou 8, on était 7 ou 8 à l'époque. Donc derrière, des collaborateurs qui m'avaient fait confiance et qui avaient accepté de travailler sur des salaires qui étaient très bas parce qu'ils croyaient à l'aventure, parce qu'ils rejoignaient nos valeurs, qu'ils rejoignaient notre envie d'améliorer le monde, entre guillemets. C'est très mégalo ce que je dis, mais qui partageaient les mêmes valeurs que nous et qui avaient accepté d'amplifier ça pour eux. Mais ce qui vous empêche aussi de vous écrouler, de vous effondrer, il faut en avoir conscience. Hein. Ça a été clairement de dire, bon, quoi qu'il arrive, même si tu te plantes, ça fait dur, mais c'est pas grave. C'est la motivation par rapport à très personnel, mon fils, derrière en disant, écoute, quoi qu'il arrive, tu te dois de rester, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mais de rester debout. Parce que vous n'avez qu'une seule envie, c'est vous pensez, si vous n'êtes pas solide, si vous êtes dans un moment de faiblesse, hein, si vous n'êtes pas solide et pas entouré, vous n'avez pas de motivation, on peut arriver à des situations qui sont dramatiques au niveau des entrepreneurs parce qu'autant quand vous réussissez, on voit le haut de l'iceberg hein, en disant waouh, la chance. On voit pas tout ce qu'il y a derrière. Tous les efforts, génial, mais peu savent les sacrifices que ça engendre derrière. Et c'est ce qu'on appelle une courbe. Je ne sais pas si la courbe, je sais pas si tu connais ce terme, la courbe du Dicon. Tu la connais, hein? La courbe du Dicon, pardon pour cette familiarité. C'est la courbe des entrepreneurs. C'est un jour vous êtes un dieu, puis le lendemain vous êtes un con. C'est une courbe du Dicon qu'on appelle. Donc non, ça a été un moment très très difficile pour nous, hein, pour l'ensemble de Situker. Mais tellement de succès, tellement de bonheur hein, sur ce qu'on a pu faire ailleurs, ça valait le coup. Si j'avais pu m'en passer, je me serais passé. Oui. Et le deuxième moment qui a été le plus difficile, qui était le plus difficile, mais qui a aussi été le plus beau, curieusement, c'est complètement antinomique. On a commencé à pas mal bosser sur une cause qui m'est très chère, qui est l'oncopalliatif. Donc sur le palliatif et surtout en onco ou autre, mais on a aussi beaucoup bossé sur le pédopalliatif. C'est 2 mots qui sont totalement incompatibles. Mort, enfant, c'est quelque chose, si vous voulez, qui n'est quelque chose qui n'est pas ça fait pas sens en fait. On se dit ça fait pas sens, c'est pas naturel, c'est-à-dire que on peut parler, enfin, je m'éloigne encore un petit peu, mais c'est mon côté sudiste, je parle beaucoup.
On dit d'une femme qui perd son mari, qu'elle est veuve, qu'il est veuf. On dit un parent qui perd ses parents, on dit qu'il est orphelin. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de mots sur un père ou une mère ou qui perd son enfant. Ça n'existe pas dans notre inconscient, je pense. Ouais. Et pourtant, il n'y a pas de mots. Je ne sais pas. Je sais pas pas ma connaissance en tout cas. Et donc, on a commencé à bosser avec ces loulous qui n'ont qu'une seule envie, c'est de vivre, et dont l'issue ne sera forcément que la mort. Et j'ai beaucoup appréhendé. Je suis totalement sorti du soin dans cette partie-là parce qu'il n'y a plus rien à faire. Mais dans l'amélioration du confort. Et je me suis arrivé avec mes voies d'hypnose qu'on travaillait, très ericksonien. Bonjour, installez-vous confortablement. Comme on bossait pour les adultes, c'est très triste, mais bon, c'est comme ça. Et je lui dis, est-ce que ton gamin, alors qu'il avait fait avec le gamin, ton gamin, est-ce que le patient, c'est là où on voit qu'on n'est pas des soignants, où on se protège beaucoup moins bien, est-ce que ce gamin, il a envie d'avoir une voie d'hypnose qui lui dit qu'il est pareil, qu'il s'allonge, qu'il se relaxe? Pas du tout. Il a envie de vivre du Peppa Pig, il a envie de voir plein de choses, il a envie d'aller à Walt Disney, il a envie de vivre des choses de son âge qu'il ne pourra pas vivre parce qu'il lui reste peu de temps, etc. Donc, on a beaucoup travaillé sur la customisation des environnements qui nous a beaucoup servi. On est sorti du dispositif médical au sens qu'on peut entendre sur hyper-thérapeutique, etc. On a juste essayé de les faire kiffer sur un petit bout. Alors, c'était à la fois la plus belle émotion que j'ai pu vivre dans mon parcours chez Citoukert, et à la fois l'émotion qui était de loin la plus dure et la plus horrible, l'expérience la plus dure et la plus horrible que j'ai pu vivre. Et ça me donne, encore une fois, on remet l'humain, mais une profonde admiration teintée d'amour pour les personnels soignants qui bossent dans ces services, qui ont un courage, qui relèguent nos ambitions et notre courage d'entrepreneur au niveau zéro de l'échelle de l'humanité, tellement ils sont beaux et investis de cette mission. J'ai tué l'ambiance. On reste quelque chose d'un peu plus léger. Voilà. Est-ce qu'il y a un livre ou une personne qui t'a profondément inspiré, ou motivé, et pourquoi? Soit un livre, soit une personne, ou les deux. En fait, ma vie a été faite de rencontres, donc il y a tellement de personnes qui sont inspirantes que. Des mentors que tu as rencontrés ou pas, enfin peu importe. Il y a plein de personnes qui sont inspirantes, plutôt pas mal, mais je pense que qui a été inspirant et qui a été un moteur pour moi, ça a été mon associé. Mon associé Romain, parce que pour moi, une association, elle fonctionne quand on a des choses à s'apporter mutuellement. C'est-à-dire que deux associés, si vous cherchez pour moi, si vous cherchez votre même profil en tant qu'associé, ça va pas matcher à un moment donné avec un problème d'ego si on n'apporte pas les carences de l'autre. Et donc, il a été profondément inspirant parce que lui, moi, issu du monde du commerce, lui, étant ingénieur, c'est quelqu'un qui a profondément marqué. Et pour moi, un mentor, ça vous aide à tourner. Alors, c'est pas un mentor au sens que je l'idolâtre, quoique. Oui. Mais qui a permis de bouleverser mon existence en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été une personne très inspirante pour moi. Après, tu parles au niveau business. Après, moi, je suis en profonde admiration déjà par rapport à mon père, hein, qui est médecin et qui a été extraordinaire, qui fait beaucoup d'humanitaire. Mais au niveau du business, ça fait partie des personnes qui m'ont aidé à avancer, en tout cas. D'accord. Et un livre en particulier ou
Bon, si tu n'en as Non. pas en tête, c'est pas grave. Hein, moi, non, j'ai pas de livre en tête parce que moi je lis. Alors j'aime bien Karine Guébel. Je lis pas mal de bouquins, mais pour moi la lecture, je lis 3 livres par mois hein, quand même. J'aime beaucoup lire, mais c'est plus de la détente. C'est justement c'est ce qui me permet de mettre le cerveau sur off pour m'endormir et surtout pas commencer. Je suis déjà suffisamment problématique pour m'endormir parce que tellement les idées fusent et qu'on pense en disant que on va faire. Pour en rajouter avant de dormir. Pour en rajouter avant de dormir. Donc, ça marche. Et si tu devais partager un conseil, ou tu peux en avoir plusieurs, hein, précieux, à d'autres entrepreneurs du coup qui cherchent à innover et tout simplement contribuer dans le secteur de la santé mentale, ça serait quoi? Partez toujours des besoins du marché et d'une réponse et allez après au produit. Travaillez le go-to-market, vraiment d'aller au marché parce que nous, on a eu la chance de générer très rapidement du CA, ce qui nous a permis d'aller au bout et on est passé près de la catastrophe, comme je vous l'ai dit, sur des investissements. Mais confrontez-vous directement au marché et ne cherchez pas à révolutionner les usages parce que la plupart des innovations, ils n'en ont pas besoin. Donc, concentrez-vous sur le marché, comment faire vos premiers euros. C'est un mythe. Nous ne lèverons plus et on lève de moins en moins sur du concept. C'est plus comme avant ou enfin comme avant, je sais pas, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, on voyait ça levait dans tous les sens pour faire n'importe quoi. Les marchés sont beaucoup plus frileux. Donc, vraiment, partez du besoin, parlez du produit et sachez vous entourer. Ok. En tout cas, je te remercie, Pierre. C'était vraiment… voilà. Moi, je trouvais ça passionnant. Je ne sais pas pour vous, les auditeurs, mais en tout cas, moi, je trouvais ça passionnant d'aborder tous ces sujets. C'est sûr que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les mondes virtuels, l'IA, c'est des choses dont on parle beaucoup, mais finalement… pas forcément avec une expertise, donc j'étais ravie de partager ce moment avec toi. Pour m'avoir invité. Merci à nos auditeurs, ceux qui sont restés jusqu'au bout, et ou même ceux qui sont restés qu'un passage, mais ça a été un plaisir d'échanger. Moi, je suis à disposition de chacun. Vous trouverez mon profil sur LinkedIn si vous choisissez approfondir nos échanges, ce sera avec grand plaisir. Ouais. Et donc, comme tu le dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc, à me contacter. Donc, je mettrai toutes les informations dans la description ou dans le post, si c'est dans un réseau social. Si vous avez des questions pour Pierre, vous pouvez me les envoyer et je lui ferai passer. À bientôt. À bientôt, merci. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est ici ou ici. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté des visionnaires santé pour découvrir et contribuer à des stratégies innovantes et durables pour une santé plus individualisée, il suffit simplement de cliquer dans le lien qui est dans la description ou qui apparaît juste ici. Je suis Adriana Georges et vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer d'explorer et imaginer la santé de demain.